Mon mari a murmuré, elle ne lit jamais rien dans son téléphone à 2 heures du matin, ne sachant pas que je me tenais dans le couloir. Le vendredi, j'avais un expert comptable judiciaire, un avocat en contentieux et 50 millions de raisons de lui prouver qu'il avait tort. À 2h03 du matin, j'ai entendu mon mari prononcer mon nom comme si j'étais un problème qu'il avait déjà résolu. Je m'étais levé pour boire de l'eau, pieds nus sur le parquet froid. Le genre de mouvement à moitié endormi que l'on fait après 32 ans dans la même maison, automatique, irréfléchi, le corps naviguant par la seule mémoire. J'étais dans le couloir, devant son bureau, quand j'ai entendu sa voix à travers l'entrebâillement de la porte. Basse et calme, empreinte de cette confiance particulière d'un homme qui se croit complètement seul. Margot ne lit jamais rien de ce que je lui mets sous les yeux. Elle signe, elle sourit, elle me fait entièrement confiance. Une pause, le bruit d'un liquide que l'on verse. C'est notre plus grand avantage. Puis il a ri. Je suis resté le dos pressé contre le mur et la main à plat contre le plâtre, et je n'ai pas respiré. Le couloir était sombre. La maison était froide. 32 ans de mariage pesaient dans ma poitrine comme une pierre jetée dans une eau dormante. Et je suis resté là pendant que les ondes se propageaient, essayant de comprendre la forme de ce que je venais d'entendre. Notre plus grand avantage, pas le sien, pas ma femme, pas même elle, notre. Je suis resté dans ce couloir pendant 90 secondes. Je les ai comptés. Puis je suis retourné dans la chambre, je me suis mis au lit, j'ai tiré la couette jusqu'à mon menton et je suis resté parfaitement immobile, les yeux ouverts dans le noir. 3 minutes plus tard, Lucas est venu se coucher. Il a passé son bras sur ma taille comme il l'avait fait des milliers de fois. Sa respiration s'est ralentie. Il a brièvement pressé sa bouche contre mes cheveux. « Repose-toi bien, ma chérie », a-t-il murmuré. J'ai presque cru qu'il le pensait. Presque. Laissez-moi vous dire qui j'étais avant ce couloir, car cela a de l'importance. Cela a plus d'importance que je ne savais le dire à l'époque. Je m'appelle Margot Callaway-Rive. J'ai 61 ans. J'ai publié 14 romans au cours de ma carrière. De la fiction littéraire, du genre qui remporte des prix, qui est sérieusement critiqué, qui se vend modestement et qui vous soutient d'une manière qui n'a rien à voir avec l'argent. Mon premier livre est sorti quand j'avais 29 ans. Le plus récent est sorti il y a 3 ans. J'ai un lectorat fidèle, un éditeur avec qui je suis depuis 2 décennies, et une œuvre qui, m'a dit un jour une femme en larmes lors d'un festival littéraire, l'avait aidé à survivre à la mort de sa mère. Je vous dis cela non pas pour établir mes références, bien que je suppose que cela y contribue. Je vous dis cela parce que Lucas les appelait mes petits romans. C'était son expression. Dite chaleureusement, affectueusement, avec le sourire indulgent d'un homme qui se considère comme un soutien au passe-temps de sa femme, les petits romans de Margot. Il le disait lors de dîners. Il le disait à ses partenaires commerciaux. Il le disait aux journalistes qui demandaient ce que faisait sa femme. Toujours chaleureux, toujours fier, toujours avec cette douceur exclusive. Comme s'il m'avait donné la permission de faire cette petite chose, inoffensive et décorative. Je le laissais dire parce que je l'aimais, parce que je croyais que cette chaleur était réelle. Parce qu'après 32 ans, j'avais construit, soigneusement et de bonne foi, une image de mon mariage qui exigeait que certaines choses soient vraies. Et l'alternative était un poids que je ne pouvais pas porter tout en écrivant des livres, en vivant ma vie et en étant une personne dans le monde. Lucas Rive avait 64 ans, les cheveux argentés, architecte de 4 entreprises immobilières commerciales prospères, un homme qui entrait dans les pièces comme si elles avaient été construites pour lui, ce qui, dans certains cas, était littéralement vrai. Il était charmant de la manière spécifique des hommes qui ont décidé que le charme est un outil à déployer avec précision, à entretenir avec soin, à ne jamais gaspiller. Il m'avait choisi il y a 32 ans lors d'un dîner de professeur où j'étais une jeune écrivaine dans une vilaine robe et il était la personne la plus confiante de la pièce, et j'avais passé 3 décennies à comprendre ce choix comme de l'amour. C'était autre chose. Le matin après le couloir, Lucas a mangé son pain grillé, a lu son journal, a demandé plus de café sans lever les yeux d'un article sur les changements de zonage commercial dans le district ouest. Sa voix portait cette texture particulière, l'autorité plate et inconsciente d'un homme qui n'a jamais eu à demander 2 fois dans sa vie. J'ai versé son café. J'ai regardé l'arrière de sa tête. Je n'ai rien dit. Dès que sa voiture a quitté l'allée, je suis allé à son bureau. Je veux être précise à ce sujet. Je n'étais jamais entré dans cette pièce seul.
Pas une seule fois en 32 ans. Lucas la fermait à clé quand il voyageait. Et quand il était à la maison, c'était simplement compris, non dit, jamais explicitement interdit, juste compris de la manière dont certaines limites dans les longs mariages sont maintenues par l'atmosphère plutôt que par les mots. Que le bureau était à lui, son système de classement, ses affaires privées, son domaine. Je le comprenais de la même manière que je comprenais tout ce que Lucas avait jamais eu besoin que je comprenne. Je n'ai pas crocheté la serrure. Je n'en avais pas besoin. Après 32 ans de ma soumission fiable, il avait cessé de la fermer à clé pendant la journée. J'ai ouvert la porte. Je me suis assise à son bureau et j'ai commencé à lire. Le premier tiroir ne contenait rien d'inhabituel. Du papier à lettres, un chéquier pour un compte que je connaissais, des trombones. Le deuxième tiroir contenait un dossier de relevés de placement que j'ai parcouru sans m'arrêter parce que les relevés de placement avaient toujours été le domaine de Lucas, et mes yeux avaient toujours glissé dessus comme de l'eau sur du verre. À dessein, je le comprenais maintenant, mais aussi par habitude. Le troisième tiroir était fermé à clé. La clé était dans un plat en céramique sur la deuxième étagère de la bibliothèque derrière moi, ce qui me disait soit que Lucas était moins prudent que je ne l'avais supposé, soit qu'il n'avait jamais imaginé une seule fois que je serais assise sur cette chaise. Je pense que c'était la deuxième option. Le dossier à l'intérieur était épais, 1 pouce, peut-être plus. Des relevés bancaires pour des comptes que je n'avais jamais vus, détenus dans une banque privée à Zurich dont je ne reconnaissais pas le nom. Des portefeuilles d'investissement, des contrats, et c'est là que mes mains ont cessé de fonctionner correctement, où quelque chose de froid a traversé le centre de ma poitrine, des contrats avec ma signature dessus, plusieurs d'entre eux, des autorisations de transfert, des procurations. Des documents qui semblaient à première vue avoir été signés par moi. Je n'en avais signé aucun. Je les ai posés à plat sur le bureau et j'ai regardé ma propre signature répétée sur 6 documents différents, en 6 versions légèrement différentes, dont aucune n'était tout à fait la signature que j'utilise réellement. La boucle du M légèrement trop grande, le Y de Callaway se terminant au mauvais angle, mais toutes suffisamment proches pour passer à un coup d'œil rapide. Je suis devenu très calme. J'ai respiré, puis j'ai continué à lire. Enfoui vers le fond du dossier se trouvaient des documents que j'ai mis 1 minute de plus à comprendre. Des relevés de droits d'auteur. Mes relevés de droits d'auteur, de 16 ans. Les paiements de mon éditeur, que j'avais toujours supposé être déposés directement sur notre compte joint, avaient été discrètement redirigés vers un compte que je n'avais jamais vu, géré sous un nom de société que je ne reconnaissais pas, contrôlé par Lucas. 16 ans. J'ai fait le calcul dans ma tête lentement, de la manière dont on le fait quand on espère se tromper. Je ne me trompais pas. J'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé. J'ai refermé le tiroir à clé. J'ai remis la clé à sa place. Je me suis assise un instant dans le fauteuil de Lucas et j'ai regardé la pièce, les costumes italiens visibles à travers le placard ouvert, la rangée de livres d'architecture classés par couleur de dos, la photographie de nous lors de notre lune de miel à Lisbonne sur le coin du bureau. Jeune et rieur, son bras autour de mes épaules avec une aisance exclusive que j'avais toujours interprétée comme de l'amour. Puis j'ai regardé le placard plus attentivement. Sur l'étagère du haut, derrière une rangée de pulls pliés, se trouvait une lourde boîte en métal, gris acier, du genre avec une serrure à combinaison. Je ne connaissais pas la combinaison. Je me suis tenu sur l'étagère inférieure du placard, j'ai regardé la boîte et j'ai pensé à Lucas. J'ai pensé à l'homme qui avait utilisé notre anniversaire de mariage comme mot de passe pour son ordinateur pendant 20 ans parce qu'il disait que c'était le seul nombre qu'il n'oublierait jamais. J'ai pensé à l'homme qui utilisait l'anniversaire de sa mère pour tout le reste. J'ai essayé l'anniversaire de sa mère. La boîte s'est ouverte. À l'intérieur, un testament modifié, pas le testament que j'avais vu pour la dernière fois il y a 3 ans. Celui que Janice, mon amie d'université, celle qui était devenue avocate en contentieux, avait relu pour nous par amitié. Celui-ci datait de 11 mois, avec mon nom n'apparaissant que dans une seule section. En tant que bénéficiaire d'une modeste allocation personnelle, conditionnelle à certaines clauses de comportement que je n'ai pas pu finir de lire. En dessous du testament, des papiers de divorce, non signés, préparés, et en dessous de cela, une copie de nos documents successoraux originaux, nos vrais documents, ceux que j'avais signés il y a 20 ans, avec de minuscules marques de crayon dans les marges, légères, soignées. Montrant exactement où mon nom était apparu, où il avait été effacé. J'ai regardé ces marques de crayon pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. J'ai remarqué cela.
J'ai remarqué l'absence de larmes. De la même manière que l'on remarque une alarme qui devrait sonner mais ne le fait pas. Mes mains étaient stables. Ma respiration était régulière. La sensation dans ma poitrine n'était pas exactement du chagrin. C'était plus proche de la sensation d'une pièce qui devient nette, de proportions qui avaient semblé correctes se révélant tout à coup avoir été fausses depuis le début. J'avais 61 ans. J'étais marié depuis 32 ans. Mon mari avait systématiquement démantelé mon existence financière pendant au moins 16 de ces années. Et quelque part au cours de la dernière année, il avait décidé qu'il était temps de finir. J'ai pris des photographies de chaque document dans la boîte, de chaque page, de chaque marque de crayon. Puis j'ai fermé la boîte, je suis descendu, j'ai redressé les pulls, je suis sorti du bureau et j'ai fermé la porte. J'ai appelé une femme à qui je n'avais pas parlé depuis 20 ans. Janice Mendes a décroché à la deuxième sonnerie. Margot, pas surprise, chaleureuse, mais directe, la voix de quelqu'un qui ne joue pas l'émotion au détriment de l'efficacité. Elle était avocate en contentieux depuis 30 ans, basée en ville, le genre d'avocate que l'on engage quand on a besoin de quelqu'un qui a déjà vu la pire version de votre situation et sait exactement quoi faire. J'ai besoin de venir à votre bureau, ai-je dit. Aujourd'hui, j'ai une boîte. Une pause. Une seconde, peut-être deux. Venez maintenant, a-t-elle dit. Ne le dites à personne. Apportez tout. Je me suis assise en face de Janice Mendes 3 heures plus tard avec la boîte en métal, un paquet imprimé des photographies que j'avais prises, et environ 90 minutes de sommeil de la nuit précédente. Son bureau était au 14e étage d'un immeuble du centre-ville, aux lignes épurées et sérieuses, avec le calme organisé particulier des espaces où des choses très importantes se produisent sans drame. Elle a lu chaque page sans parler. Elle tournait les documents avec la patience méthodique de quelqu'un qui construit une image, ne cherchant pas un titre. Quand elle est arrivée au testament modifié, elle a posé son stylo. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. De combien parlons-nous au total? Tout. J'avais fait le calcul depuis que j'avais quitté la maison. J'avais un chiffre. Je ne l'avais pas encore dit à voix haute. Entre les propriétés, les comptes d'investissement et 16 ans de droits d'auteur redirigés, ai-je dit. Plus de 50 millions de dollars. La pièce était silencieuse. Janice m'a regardé de la manière dont un chirurgien regarde une radiographie, non pas avec émotion, mais avec la concentration totale de quelqu'un qui a immédiatement identifié la nature et la gravité de ce qu'il regarde. Margot, a-t-elle dit, ce n'est pas seulement de la malversation financière. C'est une démolition complète. Il ne prévoyait pas de vous laisser sans rien. Il prévoyait de faire croire que le rien n'avait toujours été à vous. J'ai regardé mes mains. Je sais, ai-je dit. Qui d'autre sait que vous êtes ici? Personne. Elle a hoché la tête. Elle a repris son stylo. Bien. Nous allons avoir besoin d'un expert comptable judiciaire, d'un expert en écriture pour les signatures falsifiées, et nous devons agir avant vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que vous allez me dire qu'il a quelque chose de prévu. Je l'ai regardé. Il m'a dit lundi que nous allions au centre-ville vendredi pour signer des documents successoraux de routine. Juste pour protéger la famille, a-t-il dit. L'expression de Janice n'a pas changé, mais quelque chose derrière a changé. Il allait en finir, a-t-elle dit. Oui. Et vous alliez entrer et signer? Oui. J'ai fait une pause. Il comptait dessus. Janice m'a regardé un moment, la première fois depuis mon arrivée que son attention passait des documents à moi directement. Comment allez-vous? A-t-elle dit. J'ai considéré la question honnêtement. Je suis en colère, ai-je dit. Mais c'est très calme. Est-ce que cela a du sens? Oui, a-t-elle dit. C'est le genre qui dure. Les 4 jours suivants ont été les plus précisément contrôlés de ma vie. Je suis rentré du bureau de Janice et j'ai préparé le dîner. J'ai demandé à Lucas comment s'était passée sa journée. Je l'ai écouté décrire un litige de zonage avec la demi-attention particulière que j'avais toujours accordée à ces histoires de travail. Non pas parce que je l'ai trouvée inintéressante, mais parce qu'il m'avait appris en 32 ans à comprendre que mon attention était une courtoisie, pas une conversation. Il ne voulait pas de mes pensées sur les litiges de zonage. Il voulait un public chaleureux et silencieux. J'étais un public chaleureux et silencieux. Mardi,
l'expert comptable judiciaire recommandé par Janice. Un homme nommé David Park, 46 ans, 20 ans d'enquête sur la fraude financière, m'a appelé sur mon portable personnel pendant la plage horaire où Lucas avait son déjeuner habituel du mardi. Je me suis assise dans ma voiture dans un parking, moteur éteint, et j'ai répondu à toutes les questions de Park. Il avait examiné les documents que j'avais photographiés et avait déjà trouvé 4 structures de sociétés écrans supplémentaires que Lucas utilisait pour dissimuler les mouvements d'actifs. Il parlait dans le langage plat et efficace de quelqu'un qui a déjà vu cela auparavant. « Madame Rive », a-t-il dit. Les structures sont sophistiquées mais pas inhabituelles. Il a utilisé une société de gestion immobilière comme première couche et un véhicule de capital investissement comme seconde. Les redirections de droits d'auteur sont la partie la plus propre, ce qui signifie qu'il a eu le temps de les mettre en place soigneusement. Des années. Combien d'années? Une pause. Meilleure estimation d'après ce que je vois. Il a commencé à déplacer vos droits d'auteur dans les 18 mois suivant la publication de votre premier livre. 18 mois. Mon premier livre était sorti il y a 30 ans. Pendant tout ce temps, à l'exception de 18 mois, mes propres mots avaient financé quelque chose dont je ne savais rien. J'ai remercié David Park et je suis resté un moment dans le parking, les mains sur le volant et les yeux sur le mur de béton. Puis je suis rentré à la maison et j'ai commencé le dîner. Mercredi, Janice a appelé pour me dire qu'une experte en écriture nommée Dr Rina Shaw, examinatrice de documents judiciaires, certifiée par l'American Board of Forensic Documents Examinés, 18 ans dans le domaine, avait confirmé dans un examen préliminaire que 6 des signatures sur les documents de transfert n'étaient pas conformes à mes échantillons de signatures connus. Elle aurait un rapport formel d'ici jeudi soir. Nous en avons assez, a dit Janice. Nous y allons vendredi. Il y a 2 de ses partenaires commerciaux qui viennent, ai-je dit. Et un notaire. Bien, a-t-elle dit. Et elle le pensait. Plus de témoins. Jeudi soir, je suis resté éveillé, à regarder le plafond, et j'ai pensé à ses 32 ans. J'ai pensé à Lisbonne, à l'homme qui avait été la personne la plus confiante de la pièce, à la chaleur que j'avais décidé de croire parce qu'à 29 ans, cela ressemblait à être choisi. Et être choisi, c'était comme être en sécurité. J'ai pensé au petit roman. Chaque fois qu'il le disait, le sourire, l'indulgence. Il ne m'avait pas été indulgent. Il m'avait regardé lui construire quelque chose. 30 ans d'avance et de droits d'auteur et de vente de droits à l'étranger et de contrats de livres audio et l'accumulation financière particulière, progressive et peu glamour d'une écrivaine qui travaille régulièrement tout au long d'une longue carrière. 14 livres, des centaines de milliers de lecteurs, une œuvre qui m'avait coûté non pas métaphoriquement, mais littéralement en heures et en santé et en l'épuisement particulier de créer quelque chose de vrai à partir de rien. Tout ce que j'avais, et il les avait appelés des petits romans, et en avait redirigé chaque centime. Je me suis retourné à 3h17 du matin et j'ai regardé sa silhouette endormie dans le noir. J'ai pensé, il ne sait pas que je sais. Et puis j'ai pensé, demain, il saura. Le vendredi est arrivé comme le font les jours importants. Sans particularité, d'abord, puis tout d'un coup. Lucas portait son costume gris, le bon. Il était d'excellente humeur au petit déjeuner. La gaieté légèrement élevée d'un homme approchant d'une ligne d'arrivée. Il s'est servi son propre café. Il m'a demandé si j'avais hâte de régler la paperasse. Il m'a tapoté la main. Journée facile, a-t-il dit. Entrée et sortie rapide. J'ai souri. Nous sommes arrivés au club d'affaires privé à 11h. Boiserie sombre, rideaux lourds, une pièce qui communiquait dans chaque détail que des choses sérieuses se passaient ici et n'étaient pas discutées à l'extérieur. 2 des partenaires commerciaux de Lucas étaient déjà assis. Martin Forsyth, 60 ans, promoteur immobilier commercial, et un homme nommé Glenn Park, 55 ans, dont je n'avais jamais bien compris le rôle, mais qui apparaissait au moment important et parlait très peu. Un notaire nommé William Chen était assis au bout de la table avec un portefeuille en cuir. Des documents étaient étalés sur la table avec de petites languettes colorées marquant les lignes de signature. Rouge pour moi, bleu pour Lucas. Lucas a tiré ma chaise. Je me suis assise. Il s'est assis à côté de moi. Il a pris le premier document et l'a posé devant moi avec l'aisance d'un homme qui a déjà fait cela. Gardons les choses simples, Margot. Des signatures rapides, pas de complications. Je l'ai regardé. J'ai pris le document.
J'ai commencé à lire. J'ai lu lentement. J'ai lu chaque mot. Je pouvais sentir le changement dans la pièce. Le recalibrage subtil des hommes qui s'attendaient à ce que cela prenne 4 minutes et qui en étaient maintenant à la minute 6, minute 7, minute 8. Martin Forsyth a décroisé les jambes. Glenn Park a regardé son téléphone. Lucas n'a rien dit, mais sa mâchoire s'est crispée. J'ai posé le premier document. J'ai pris le second. J'ai tout lu. Puis je suis arrivé à une page près de la fin, une autorisation de transfert, et je me suis arrêté. J'ai regardé le bloc de signature, puis j'ai levé les yeux. C'est étrange, Lucas. J'ai gardé ma voix égale, sincèrement curieuse, à la manière de quelqu'un qui vient de remarquer quelque chose qui nécessite une clarification. Pourquoi ma signature apparaît-elle déjà sur une autorisation de transfert datée d'octobre de l'année dernière? Le silence dans la pièce est tombé si vite que c'en était physique, comme une chute de pression. J'ai regardé son visage se vider, pas rapidement, par étapes. La première étape fut la brève confusion de quelqu'un dont le scénario a déraillé. La deuxième étape fut le recalibrage. La troisième étape, celle qui a pris 4 secondes et qui a donné l'impression de voir quelque chose de structurel s'effondrer, fut le moment où il a compris ce que ma question signifiait réellement, que j'avais lu, que j'avais remarqué, que je demandais exprès. Martin Forsyth avait cessé de respirer. Le téléphone de Glenn Park était face contre la table. Lucas a ouvert la bouche. La porte s'est ouverte. Janice est entrée sans se presser. Elle avait 63 ans, grande, en tailleur gris, avec le sang-froid absolu de quelqu'un qui a passé 30 ans à entrer dans des pièces où des hommes puissants se sont surestimés. Derrière elle, 2 avocats collaborateurs portant des boîtes de documents, et un officier de justice, une femme nommée Sandra Wells, huissier de justice habilité et notaire public, portant une sacoche en cuir qu'elle a posée sur la table sans cérémonie. Janice n'a pas regardé Lucas. Elle a placé un dossier au centre de la table, directement sur ses documents. Elle a lissé la couverture une fois, puis elle l'a regardée de la manière dont on regarde une feuille de calcul avec une erreur évidente. Monsieur Reeve, vous êtes par la présente informé d'un gel d'urgence des avoirs sur tous les comptes associés à Reeve Capital Holdings, Reeve Property Management LLC et le Westfield Private Equity Vehicle. De plus, un examen médico-légal complet des signatures a été initié concernant 6 autorisations de transfert portant le nom de Madame Reeve et des mesures de précaution ont été déposées auprès du bureau de l'enregistrement du comté concernant des allégations de fraude financière et de falsification. Lucas s'est levé d'un bond. Sa chaise a crié contre le parquet. Ma femme est confuse. La voix qu'il a utilisée était celle que je connaissais le mieux, la voix chaleureuse, patiente, légèrement peinée de celui qui gère une situation déraisonnable. Elle ne comprend pas ce que sont ces documents. Elle ne l'a jamais fait. Je me suis occupé de cela. Asseyez-vous, Lucas. Ma voix était calme. Il s'est arrêté. Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour la première fois en 32 ans sans le filtre de qui j'avais eu besoin qu'il soit. Le problème, ai-je dit, c'est que vous étiez si certain que je ne regarderais jamais. Vous avez cessé d'être prudent. Janice a ouvert le dossier. Le rapport d'expertise comptable de David Park. 47 pages. Des virements bancaires cartographiés à travers 3 structures écrans. L'analyse graphologique du docteur Rina Shaw. 11 pages avec des comparaisons côte à côte de ma signature réelle et des versions falsifiées. Les différences annotées en rouge. 30 ans de redirection de droits d'auteur cartographiés par année, par livre, par cycle de paiement. Janice s'est tournée vers une page près de la fin et a lu à voix haute. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. La propriété au 14 Pinridge Drive, actuellement détenue sous Reeve Property Management LLC, et évaluée à environ 3,2 millions de dollars, a été financée en partie substantielle par des paiements de droits d'auteur redirigés de la carrière d'édition de Madame Reeve sur une période de 16 ans. Elle a fait une pause. Ce sont les livres que vous avez qualifiés, dans une conversation enregistrée, de ces petits romans. La mâchoire de Lucas a bougé. Rien n'en est sorti. Martin Forsyth était penché en arrière sur sa chaise avec la posture très spécifique d'un homme calculant sa propre exposition et la trouvant significative. Glenn Park avait déjà pris son téléphone et regardé quelqu'un quelque part qui n'était pas dans cette pièce. Le notaire, William Chen, avait tranquillement et sans annonce retiré ses mains de la table entièrement.
Sandra Wells a ouvert sa sacoche et a placé un ensemble de documents devant Lucas. Monsieur Reeve, a-t-elle dit, voici vos copies. Lucas a regardé la table, le dossier, la pièce arrangée contre lui, ses partenaires, qui n'étaient plus des partenaires à ce moment-là. Juste des hommes en costume coûteux calculant la distance entre eux et ce qu'il avait fait. Et puis il m'a regardé. Je m'étais attendu à quelque chose. De la rage peut-être, ou la performance de l'innocence, ou le déploiement final de la voix chaleureuse, patiente, légèrement peinée. Ce que j'ai vu à la place était plus petit que toutes ces choses. C'était juste un homme qui n'avait plus d'espace. Les accusations ont été déposées cet après-midi-là. Falsification d'instruments financiers, fraude par tromperie, redirection non autorisée de fonds. Cette dernière à travers plusieurs juridictions parce que plusieurs des paiements de droits d'auteur provenaient d'éditeurs étrangers et avaient été redirigés via le compte de Zurich. Ce qui a introduit une exposition à la fraude électronique internationale qui a intéressé un procureur fédéral nommé James Okafor, 14 ans dans les crimes financiers, avec ce que Janice a décrit comme un enthousiasme professionnel. La caution de Lucas a été fixée à 2,1 millions de dollars. Martin Forsyth a coopéré avec les enquêteurs dans les 72 heures parce que Martin Forsyth était beaucoup de choses, mais il n'était finalement pas un homme qui absorberait les accusations de fraude de quelqu'un d'autre pour protéger un partenariat. Son avocat, pas l'avocat de Lucas, a contacté le bureau de Janice le lundi matin. Le gel des avoirs a couvert 14 propriétés, 9 comptes d'investissement et le contenu du compte de Zurich, 30 ans de mes petits romans gelés sur place, attendant qu'un tribunal les rende. Cela fait 11 mois. Le divorce a été finalisé au 7e mois. Le règlement, que Janice a négocié avec la patience systématique de quelqu'un qui avait 47 pages d'expertise comptable et une enquête fédérale sur la fraude électronique en parallèle, était, selon ses propres mots, complet. Je ne vous donnerai pas de chiffres. Ce que je vous dirai, c'est que la maison de Pinridge est à moi maintenant. Celle qu'il a financée avec mes mots. J'y suis allé le mois dernier pour la première fois. C'est une belle maison, de la manière des choses construites par quelqu'un avec un goût authentique et aucune conscience. J'ai traversé toutes les pièces. Je suis resté longtemps dans la cuisine. Puis je suis rentré chez moi. J'écris à nouveau. Le nouveau livre est différent de tout ce que j'ai écrit auparavant. Plus rapide, moins patient, avec un personnage principal qui remarque plus que ce que les gens attendent d'elle. Mon éditeur l'a qualifié d'impitoyable et le pensait comme un compliment. Je pense que c'est la chose la plus honnête que j'ai jamais écrite. Je vois une thérapeute nommée Dr Caroline Marsh le mardi après-midi. 60 ans, 31 ans de pratique. Le genre d'auditrice qui pose la question à laquelle vous ne saviez pas que vous aviez besoin d'une réponse. Elle a une théorie sur ce qui m'est arrivé, que j'ai passé 32 ans dans un mariage qui exigeait pour son fonctionnement que je reste lisible, prévisible, la quantité connue dans chaque équation. Il avait besoin que vous ne lisiez pas les choses, a-t-elle dit. Et vous avez obtempéré, jusqu'à ce que vous cessiez de le faire. J'aurais dû lire les choses, ai-je dit. Oui, a-t-elle dit sans l'adoucir. Mais vous lisez tout maintenant. Je le suis. Chaque document, chaque contrat, chaque ligne de chaque page qui atterrit sur mon bureau. Je suis devenu, au cours des 11 derniers mois, une femme qui lit les choses lentement, entièrement, jusqu'à la fin, et qui a cessé de jouer l'incuriosité confortable qui a fait de moi, pendant 30 ans, le plus grand avantage de quelqu'un d'autre. Lucas attend son procès. Je ne pense pas souvent à lui. Quand je le fais, ce n'est pas avec le poids que j'attendais. C'est avec la platitude particulière d'une chose terminée. Il a passé 30 ans à construire un piège. Il a oublié qu'il l'avait construit autour d'une femme qui, une fois qu'elle est finalement entrée dans le bureau de son mari et a ouvert le bon tiroir, s'est avérée être très douée pour trouver des choses qui avaient été cachées. Il les appelait des petits romans. Chacun d'entre eux a contribué à le mettre là. Cette histoire est entièrement fictive et est destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.